De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Alfred Chango et Malika Cher sont toujours avec nous et notre invité, écrivain et auteur de Terre Sainte, Mohamed Bougarsar, est avec nous. Vous avez reçu le prix Amadou Kourouma pour votre ouvrage Terre Sainte. Monsieur Sarr, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. On continue notre semaine spéciale littérature africaine avec un dossier du jour consacré aux jeunes écrivains passionnés et talentueux. Certains peinent pourtant à se faire éditer faute de structure adéquate et d'aide étatique. Focus sur le cas du Bénin avec ce reportage de notre correspondante Leftionou, commenté par Birama Saounera. La relève de la littérature béninoise s'érise au fil des années. Depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, on a assisté à un réveil de la création littéraire, perceptible surtout au sein de la jeune génération. Le pays regorge d'un vivier de jeunes écrivains qui se sont de bonne heure approprié l'écriture littéraire. Dotés d'un talent remarquable, ces jeunes n'ont point attendu le nombre des années pour faire leurs preuves. Ils ont fait de l'art littéraire leur passion et leur métier. Cette motivation exemplaire leur permet de surmonter les divers obstacles qui se présentent à eux durant le parcours initiatique. Moi, j'ai eu un rapport au livre qui a été privilégié très tôt et j'en suis heureux. Et ma passion s'est développée ainsi, à travers la lecture d'abord, et puis plus tard, vu que j'étais plutôt un jeune solitaire, le seul moyen d'échapper au monde pour moi, à l'époque, c'était de prendre une plume, de prendre un stylo et d'écrire. Et ça a commencé comme ça, de façon ludique. Et puis ça s'est mué en quelque chose de plus concret quand j'ai commencé à être touché spécifiquement par certains types d'écriture, par certains auteurs. Et donc oui, c'est devenu une passion, puis un métier aujourd'hui, l'écriture. Il y a des individualités qui s'expriment, il y a des écrivains qui arrivent justement à être visibles parce que par eux-mêmes ils travaillent. Ils ont le sens de la créativité et depuis quelque temps, on voit émerger ces écrivains-là. Le champ de la création littéraire est devenu le lieu d'une effervescence qui se traduit de plus en plus par une multiplicité de manuscrits élaborés par des jeunes auteurs en quête d'un éditeur. Ces jeunes sont nombreux à participer aux concours littéraires tels que le concours national littéraire prix du président de la République, les plumes Vaudou ou encore les plumes dorées. Ces initiatives ont vu le jour pour permettre non seulement à ces talents d'éclore, mais aussi de favoriser l'émergence du secteur littéraire béninois. En même temps que nous détectons et que nous formons, nous détectons, nous formons, et ensuite nous mettons en avant les œuvres des meilleurs, donc soit dans des recueils, soit pour le cas du roman, dans des publications individuelles. Donc nous essayons en fait de montrer aux jeunes, leur faire découvrir tout le processus créatif, tout le processus qui part donc de l'idée à la rédaction, à la conception, à la construction d'une histoire, jusqu'à ce qu'on rencontre un éditeur, qu'on se fasse publier, qu'on se fasse promouvoir. Donc toute la chaîne en fait est visitée par les jeunes, nous leur faisons visiter toute la chaîne et en plus au final ils signent leur premier contrat d'édition avec une maison d'édition en bonne et due forme. Je vois des aînés comme Florent Kouaozoti, je vois des jeunes comme moi, c'est Atemi, je vois des jeunes comme Claude Biao, comme Jamil Mamagao. Je me rends compte en fait que je n'ai pas de raison de ne pas aller à l'écriture si j'aime faire cela. Et M. Kofi ATD des éditions plurielles m'a vraiment encouragée à envoyer mon manuscrit, ce que j'ai fait, et j'ai été retenue comme lauréat à Plume Dorée. Et vous savez, c'est des choses qui vous amènent à aller de l'avant, à vous dépasser. Et j'ai vraiment envie de faire encore plus. En dehors des initiatives privées, le pouvoir public accompagne aussi les jeunes écrivains béninois à travers le fonds d'aide à la culture communément dénommé le milliard culturel. Le sous-secteur littéraire bénéficie aussi de l'accompagnement de l'État. C'est la Direction nationale de la promotion du livre qui s'attelle pour faire promouvoir les œuvres littéraires des auteurs. Dès que l'ouvrage est publié et vient déposer à la direction, nous nous chargeons d'acquérir ces ouvrages, de faire leur promotion au niveau des espaces de lecture que nous avons sur toute l'étendue du territoire national. Alors donc, nous achetons un certain nombre que nous envoyons dans les bibliothèques départementales, les centres de lecture publique et les centres de lecture et d'animation culturelle. Nous n'en faisons pas encore assez. Il y a beaucoup de talents, mais nous n'arrivons pas encore à les appuyer véritablement comme
ça se passe dans d'autres pays. Plusieurs difficultés handicapent le système de production du livre au Bénin. Malgré l'existence des spécialistes sur le marché littéraire, certains jeunes écrivains sont obligés de porter une double casquette pour publier leurs œuvres. Je suis en même temps éditeur, si bien que mes œuvres, je n'hésite pas à les publier dès que je sens, dès que je finis d'écrire un texte et que je sais et que j'ai la conviction que c'est vraiment terminé, je peux passer rapidement à l'édition. Une chance que beaucoup d'auteurs n'ont pas. Beaucoup de jeunes écrivains béninois ont des référents par rapport auxquels ils produisent leurs textes. Et ce qui donne une plus-value à la littérature béninoise, c'est d'abord la qualité des textes produits par les écrivains et ensuite le choix du genre littéraire à travers lesquels ils expriment leur talent. L'écriture accompagne les hommes depuis le berceau jusqu'à la mort. Et quiconque a cette capacité de maîtriser l'écriture et de produire des textes, c'est comme un feu, le feu de Prométhée. On l'arrache. Vous devenez vendeur de feu, c'est-à-dire vendeur de la vie. Et l'écriture, c'est cela, exactement. Donc qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, je pense qu'il faut l'avoir, ce feu sacré, et ça qui permet à la vie de se renouveler. Le milliard culturel géré par la direction du Fonds d'aide à la culture est passé à 3 milliards de francs CFA en 2015 et devrait être porté à 5 milliards de francs CFA en 2016, afin de véritablement encourager la culture béninoise, notamment le secteur littéraire. Depuis une décennie, la littérature béninoise s'est fait moins remarquer sur l'échiquier sous-régional et international. La jeune génération d'écrivains tente de faire parler du Bénin à travers leurs parutions. Toutefois, le système littéraire ne favorise pas l'émergence de leurs œuvres. Le marché du livre est quasi inexistant. Cette année, le gouvernement innove à travers l'ouverture de la première édition du Salon du livre du Bénin qui a démarré depuis le mercredi 4 novembre 2015. Livre et économie créative, c'est le thème qui rassemble les acteurs de la chaîne du livre béninois pour échanger, redéfinir de nouvelles bases et redynamiser le système pour un essor du secteur littéraire dans le pays. Monsieur Sarr, vous êtes donc l'auteur de Terre Sainte, un ouvrage qui décrit la vie d'un village pris en otage par des terroristes. Le pays n'est pas cité, mais on peut aisément imaginer qu'il s'agit du Mali. Vous avez d'ailleurs reçu le prix Amadou Kourouma pour Terre Sainte. Pourquoi vous êtes-vous inspiré de la situation sécuritaire au Mali et plus généralement sur le continent pour écrire votre livre? Disons que la première raison, c'était une raison tout à fait personnelle et subjective, c'était un désir d'écrire, tout simplement. C'est un désir qui m'habitait depuis quelques années, que j'ai mûri petit à petit à travers une écriture progressive de certains textes plus courts, de chroniques, de nouvelles, etc., pour ensuite aboutir à une forme plus longue qui a été le roman. Il s'est trouvé qu'à l'époque où j'ai commencé, où j'ai vraiment eu l'envie d'écrire quelque chose de plus long, le Mali était dans l'actualité du monde. Voilà, le nord du Mali était occupé. Et comme tout le monde, j'ai suivi ça avec un peu d'impuissance, un sentiment de dégoût, de révolte, d'indignation. Et je me suis dit qu'il serait peut-être bien d'écrire quelque chose, pas spécifiquement sur le Mali, bien que ce fût à l'époque l'espace privilégié, mais quelque chose de plus général sur la violence du monde contemporain. Et une violence qui était souvent commise au nom de la religion. Et c'est pourquoi, un jour de mars 2013, lorsque j'ai lu dans la presse qu'il y avait eu un couple de jeunes qui avait été exécutés, j'ai décidé, ça a été le point de départ factuel de l'écriture. Mais le processus même, qui est plus lent, plus mystérieux, avait commencé bien avant. Monsieur Sarr, dans Terre Sainte, ce village contrôlé par des terroristes fonde un journal clandestin, le début de la résistance. Monsieur Sarr, selon vous, le combat contre le terrorisme ne passe pas uniquement par des opérations militaires, mais aussi par l'engagement des populations? En effet, je crois que lorsqu'on en arrive à une opération militaire, c'est qu'on en est déjà à une extrémité, c'est il y a déjà un certain nombre de bastions intellectuels, philosophiques, moraux qui ont sauté. Et je pense que c'est d'abord là qu'il faut concentrer la bataille. C'est une bataille d'abord philosophique, d'abord littéraire, c'est une bataille d'abord morale qui doit être menée par des intellectuels, des écrivains, des journalistes, mais aussi surtout par les populations, parce qu'il ne faut pas oublier que contre cette radicalisation-là, il n'y a qu'un exercice quotidien
un exercice quotidien qui est mené dans l'ordinaire même des jours et qui est tenu par les populations, pas dans leur vie quotidienne, dans leur langage quotidien, dans les actions, les rapports qu'ils ont avec les uns avec les autres. C'est comme ça, au quotidien, jour après jour, patiemment, qu'on arrive à combattre cette forme de radicalisation-là. Et je crois que les populations, en effet, oui, doivent jouer ce rôle-là. Oui, Alfred, les États sous-estiment peut-être la force et le poids des populations dans cette lutte contre le fléau terroriste. Je ne sais pas si les États sous-estiment, mais on a vu le Cameroun, par exemple, en appeler justement à la mobilisation citoyenne contre l'État islamique pour l'Afrique de l'Ouest, Boko Haram. Parce qu'effectivement, l'État a compris, peut-être sur le tard, que le véritable combat, la véritable bataille contre le terrorisme commence par l'implication citoyenne. Et par l'implication citoyenne, on entend la population qui est la plus directement concernée par ces actes de terrorisme, par ces actes de violence. Et donc, il est intéressant, effectivement, que des jeunes écrivains, ici, nous avons Mohamed Mbonga Arsar, qui est avec nous, et puis qui vient d'être récompensé. C'est un texte qui est très intéressant, justement, comme il dit factuellement, c'est parti d'un événement, ces jeunes couples qui a été assassiné par les barbares qui avaient pris le nord du Mali. Effectivement, et puis il y a ce mouvement d'indignation et de colère. Et donc là, c'est vraiment l'une des fonctions de la littérature, d'être à un certain moment la conscience justement de l'opinion, la conscience générale de ceux qui souffrent. C'est ce qu'il disait Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche de ceux qui croupissent au cachot du désespoir ou de ceux qui ne peuvent pas exprimer leur malheur. Et donc là, il y a une forme de continuité, et donc on doit se réjouir justement que le flambeau puisse être continué par des jeunes écrivains. En tout cas, les populations sont souvent démunies, bien sûr, face au terrorisme, face à des mouvements comme ça de très grande ampleur. Et donc, si elles ne trouvent pas de relais, à la fois, vous avez raison de dire, le combat ne peut pas être que militaire, ça doit être, tu l'as dit, philosophique, ça doit être culturel. Et dans les armes philosophiques, littéraires, culturelles, il y a le livre. Malik, la lecture, la culture, le savoir, l'éducation, ce sont des armes également pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est pour ça que l'État doit mettre je dirais, le paquet dans ces domaines-là, parce que c'est l'ignorance qui fait qu'aujourd'hui des populations sont enrôlées dans des organisations terroristes, même si souvent, malheureusement, elles le sont de force. Mais l'ignorance est une véritable arme contre le terrorisme. Vous savez, les terroristes, les groupes terroristes s'attaquent souvent aux intellectuels, aux écrivains, en premier, quand ils veulent débuter une lutte armée. Ils s'en prennent à des symboles. Pourquoi? Pour tuer la culture et pour justement imposer une idéologie. Quand vous voyez ce raisonnement-là, vous savez tout de suite que justement la culture, c'est une arme face aux terroristes. Donc il faut absolument que les États africains soient conscients de l'importance de la culture au sein des pays africains et de la nécessité de faire vivre des œuvres de renom au sein des écoles. On a souvent l'impression que finalement la littérature, ça appartient à une élite. Et non, une élite, pourquoi ? On a l'impression que la langue française est destinée à une élite. Mais comme disait un écrivain qu'on connaît tous ici, Kateb Yassine, le français, ce n'est pas un legs de la colonisation, c'est un véritable butin de guerre. Absolument. Et donc, c'est grâce justement à ce butin de guerre que nous devons justement alphabétiser davantage, permettre à une population d'acquérir du savoir. Donc la littérature, c'est vraiment un atout dans un pays. Un pays sans littérature, sans culture est un pays voué à la déliquescence. Monsieur Sarr, vous êtes né en 1990, vous avez donc aujourd'hui 25 ans. À quel âge avez-vous écrit Terre Sainte ? Je l'ai écrit entre 2012 et 2013, donc j'avais 23 ans quand je l'ai achevé. Ouais. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui les jeunes lisent moins, voire pas du tout. Comment expliquez-vous ce déclin du livre ? D'abord, ce n'est pas tout à fait vérifié qu'ils lisent moins. Enfin, disons que c'est une opinion qui est souvent véhiculée. Disons peut-être qu'ils lisent différemment, qu'ils lisent peut-être
de façon un peu plus rapide. Mais je pense que le constat de fond reste le même, c'est qu'il y a peut-être une forme de dégradation dans la qualité de la lecture proposée qui est assez présent. Voilà. Mais alors, comment est-ce qu'on pourrait remédier à cela? Ce n'est peut-être pas en multipliant la production littéraire. C'est peut-être surtout en multipliant la qualité de ce qui est proposé et puis surtout en essayant peut-être dès le plus jeune âge de mettre en place une forme de discipline de la lecture, une forme de... Voilà, que la lecture devienne un exercice quotidien, qu'elle ne soit plus simplement imposée, mais qu'elle devienne un véritable plaisir, c'est-à-dire habituer les plus jeunes, voilà, dès qu'ils ont une dizaine d'années, voire même plus tôt, les habituer à la lecture, les habituer à avoir comme ça cette forme de discipline, de régularité face à l'exercice de lecture qui peut être parfois difficile, c'est vrai, qui peut être parfois aride, qui peut être parfois ennuyeux, etc. Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que plus tard, ils ont déjà acquis cette habitude et ils peuvent arriver tout simplement à que ça ne soit plus une contrainte. Voilà, c'est que la plupart des élèves aujourd'hui en classe considèrent que les œuvres qu'on leur donne à lire au programme sont ennuyeuses. Voilà, je pense que ça, il faut faire en sorte que peut-être que les contenus soient peut-être renouvelés, c'est vrai. Il est vrai que pour ce qui est de l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont classiques, il est vrai, qu'il est nécessaire de lire, mais qu'il faut peut-être renouveler à un moment donné, qu'il faut peut-être dont il faut réactualiser la lecture également, parce que il y a un certain nombre d'œuvres, je suis certain que la façon dont on me les a enseignées est la même aujourd'hui et a été la même il y a de cela 30 ou 40 ans. Donc il y a tout un travail de réforme peut-être à faire au niveau des œuvres pour faire en sorte que les jeunes soient davantage intéressés et soient moins distraits par un ensemble de choses sur le numérique, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alfred, il y a une part de responsabilité de la part des autorités, de l'éducation nationale, des programmes scolaires bien évidemment, mais il y a aussi peut-être un travail en amont à faire en famille. Mais oui, tout à fait. Et ça rejoint un peu ce que disait Malik tout à l'heure, c'est-à-dire que l'éducation à la lecture, l'offrande du goût de la lecture commence d'abord par la famille. Mais or, souvent dans nos familles africaines, c'est le père souvent qui a fait des études. Les mamans, ce n'est pas leur préoccupation. Et puis c'est pas dans tous les foyers que le livre arrive. Et donc il y a là un véritable problème. Donc il faut qu'il y ait une véritable politique justement de la lecture pour donner goût. Évidemment aujourd'hui, avec le numérique, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a une concurrence terrible pour le livre. Mais le livre restera toujours le livre, parce que il contient le palper, le toucher, le tourner, c'est différent de cliquer sur une souris, etc. Et donc il faut donner ce goût-là. En organisant peut-être des lectures publiques, en créant des bibliothèques, mais pas d'immenses bibliothèques, si on veut effectivement inciter, voilà, de proximité, des petites bibliothèques, des petites choses comme ça. Donc c'est tout un ensemble de choses qui peuvent permettre de redonner, de donner goût à la lecture. Mais la presse, par exemple, si on a une presse de qualité, la bande dessinée, si on a une bande dessinée de qualité, on arrive, s'il y a une poésie de grande qualité, le roman de grande qualité, les jeunes finiront toujours par lire. Peut-être revoir aussi, mais là pour le coup, Mbungar Sarr a raison de dire que peut-être les méthodes aussi d'enseignement peuvent être renouvelées, réformées. Monsieur Sarr, on touche à la fin de cette deuxième partie. Peut-être un mot à adresser aux jeunes Africains qui nous regardent et qui, comme vous, ont aussi nourri des rêves, dont celui de publier un jour un roman? Eh bien, mon seul conseil, conseil c'est un terme bien prétentieux parce que je ne suis pas certain de pouvoir conseiller qui que ce soit. Moi-même, je ne suis pas certain. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à ces jeunes-là, c'est qu'il faut non seulement croire en leur rêve, oser aller au bout de ce rêve-là,
malgré toutes les formes de censure qu'il peut y avoir dans nos sociétés par rapport aux gens qui veulent écrire. Parce qu'évidemment, nous sommes dans des sociétés extrêmement utilitaires, où le fait d'écrire, cette forme de gratuité de l'acte, est parfois mal vu, où on est souvent contraint, assigné à immédiatement être une machine à revenus, à immédiatement servir, etc. Mais il faut parfois oser affronter cette forme de méfiance, de suspicion dont l'écriture est frappée, oser dire qu'on prend le temps d'écrire parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on porte en soi quelque chose que l'on juge important. Et puis, une fois que cette conviction-là est ancrée, qu'on est certain qu'on veut écrire et qu'on ne veut rien faire d'autre, il faut maintenant le faire bien, de la meilleure des façons qui soit, le faire dans la qualité, surtout. Prendre le temps de faire quelque chose de bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Monsieur Sarr. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette deuxième partie, mais on se retrouve dans un instant, juste après la pause. À tout de suite.